Pendant des années, Jordan Peterson a bâti sa réputation autour d'une idée centrale, que les individus pouvaient transformer leur vie s'ils étaient prêts à affronter des vérités difficiles et à prendre leurs responsabilités. Des millions de personnes ont acheté ses livres, rempli les amphithéâtres pour l'entendre parler et regardé d'innombrables heures de son contenu en ligne. Pour de nombreux partisans, il est devenu plus qu'un professeur de psychologie. Il est devenu guide, intellectuel public et l'une des voix les plus influentes d'Internet. Pourtant, tandis que son message continuait de toucher un public plus large, des forces se rassemblaient discrètement et finiraient par remettre en question presque tout ce qu'il avait construit. Vers 2022, l'élan qui le portait depuis des années a commencé à changer de manière inattendue. Les controverses se sont succédées et les institutions qui l'ignoraient autrefois semblaient soudain déterminées à l'affronter directement. Twitter a suspendu son compte après des commentaires qui ont déclenché de nombreuses réactions négatives. YouTube a réduit ses revenus publicitaires, s'attaquant ainsi à l'une des principales plateformes qui ont contribué à amplifier sa voix. Puis vint un autre coup dur lorsque Cambridge retira une invitation que beaucoup pensaient sûre, signalant que la résistance à Peterson ne se limitait plus au débat sur les réseaux sociaux. Le conflit s'est encore aggravé lorsque sa propre profession a été impliquée. L'Ordre des psychologues de l'Ontario a ordonné à Peterson de suivre un coaching obligatoire sur les réseaux sociaux, arguant que certaines de ses déclarations publiques reflétaient une conduite indigne d'un psychologue agréé. Peterson a considéré cette ordonnance comme une attaque directe contre sa liberté d'expression et a refusé de l'accepter en silence. La bataille a traversé plusieurs niveaux du système juridique canadien pour finalement atteindre la Cour suprême du Canada. Lorsque la décision finale est arrivée, elle ne lui a pas été favorable. Pour de nombreux observateurs, le symbolisme était impossible à ignorer. L'homme qui avait passé des années à encourager les autres à se tenir debout, à affronter l'adversité et à résister à la pression des institutions se retrouvait désormais engagé dans une lutte hautement publique contre ces mêmes institutions. Ses partisans y voyaient une défense de principe de la liberté d'expression. Ses détracteurs ont vu la responsabilité rattraper enfin une personnalité publique controversée. Quoi qu'il en soit, le conflit l'a transformé d'un commentateur discutant des batailles culturelles en un participant qui en vit lui-même. Bien avant que tout cela ne se produise, Jordan Bernd Peterson est né le 12 juin 1962 à Edmonton, en Alberta. Pourtant, les racines de son histoire se trouvent moins dans une grande ville que dans la petite ville du nord de Fairview où il a passé une grande partie de son enfance. La vie y évoluait à un rythme plus lent, façonné par des préoccupations pratiques plutôt que par de grandes ambitions. C'était un endroit où les attentes étaient relativement simples et où les gens appréciaient généralement le travail acharné, l'éducation et la stabilité communautaire. Ses parents reflétaient ces valeurs. Ni l'un ni l'autre n'étaient des radicaux politiques, des révolutionnaires culturels ou des intellectuels publics en quête d'attention. Sa mère Beverly Peterson travaillait comme bibliothécaire au collège régional de Grande Prairie, passant ses journées entourée de livres d'idées et d'informations. Son père Walter Peterson était un professeur d'école dont la nature disciplinée introduisait structure et routine dans la maison familiale. Ensemble, ils ont créé un environnement qui mettait l'accent sur l'apprentissage et la responsabilité plutôt que sur le chaos ou le conflit. La religion était présente dans les premières années de la Jordanie, mais seulement de manière relativement modeste. La famille entretenait une maison légèrement chrétienne, où la foi existait davantage comme une influence de fond que comme une force dominante. Il y avait des traditions, des valeurs et des pratiques religieuses occasionnelles, mais rien de particulièrement strict ou intense. Pourtant, même enfant, Peterson semblait agité face aux frontières du monde qui l'entourait. Quelque chose en lui le poussait continuellement vers des questions plus vastes et des significations plus profondes. Cette tension interne est devenue plus visible à mesure qu'il grandissait, alors que de nombreux enfants se concentraient sur les jeux, les passe-temps ou la convivialité avec des amis. Peterson se retrouvait de plus en plus fasciné par les idées. Il voulait comprendre pourquoi les sociétés fonctionnaient ainsi, pourquoi certains systèmes réussissaient alors que d'autres s'effondraient, et pourquoi les gens croyaient ce qu'ils croyaient. Ces questions commençaient déjà à façonner le chemin que sa vie allait prendre. À seulement 13 ans, il s'engage au sein du nouveau Parti démocratique. Ce n'était pas un intérêt occasionnel ou une curiosité passagère. Il s'est immergé dans la politique avec une intensité inhabituelle pour quelqu'un de son âge, attiré par les promesses d'équité, d'égalité et de réformes sociales.
alors que de nombreux adolescents essayaient encore de définir leur identité. Peterson était déjà aux prises avec des questions impliquant les structures de pouvoir, les systèmes économiques et la philosophie politique. Son engagement est rapidement devenu suffisamment sérieux pour qu'à l'âge de 14 ans, il cherche à jouer un rôle de leader dans les activités de jeunesse du parti. Bien qu'il ait perdu les élections par 13 voix, seulement cette expérience a révélé quelque chose d'important à son sujet. Il n'observait pas simplement depuis les coulisses. Les gens l'ont remarqué, l'ont écouté et ont réagi à ses idées. Même à l'adolescence, il a fait preuve d'une capacité à attirer l'attention et à engager les autres dans des discussions sur des questions complexes. Au cours de cette période, Peterson a également rencontré des personnalités influentes qui ont contribué à façonner sa pensée. Parmi eux se trouvait Sandy Notley, une bibliothécaire dont la curiosité intellectuelle l'a marqué durablement. Les conversations et les expériences au cours de ces années ont élargi son intérêt pour la politique tout en l'encourageant à remettre en question des hypothèses que beaucoup de gens acceptaient sans hésitation. L'habitude de remettre en question les réponses conventionnelles devenait profondément ancrée dans sa personnalité. La religion est rapidement devenue l'un des sujets qu'il a examinés de manière la plus critique. Pendant les cours de confirmation, Peterson a commencé à poser des questions qui semblaient simples au départ. Il voulait des explications sur les histoires de la Genèse, des discussions sur l'évolution et des réponses plus approfondies sur la nature de la vérité. Mais les réponses qu'il a reçues lui ont semblé incomplètes. Au lieu de dissiper ses doutes, ils les ont intensifiés. Au fil du temps, son scepticisme s'est renforcé. La foi qui avait tranquillement entouré son enfance ne semblait plus convaincante. Plutôt que de considérer la religion comme une source de sagesse, il la considérait de plus en plus comme une chose sur laquelle les gens s'appuyaient lorsqu'il manquait de meilleures explications. Il l'a rejetée avec confiance, adoptant la logique, la recherche rationnelle et la pensée critique comme fondements sur lesquels il voulait construire sa compréhension de la réalité. Cette combinaison d'engagement politique et de scepticisme religieux est devenue une caractéristique déterminante de sa jeunesse adulte. Il était attiré par les idées de réforme et de changement social tout en rejetant de nombreux systèmes de croyances traditionnelles. Ces tendances ont influencé les choix qu'il a faits après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1979. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, la psychologie n'était pas sa première destination académique. Au lieu de cela, Peterson s'est inscrit au Grand Prairie Regional College pour étudier les sciences politiques et la littérature anglaise. À l'époque, la décision était parfaitement logique. Ses intérêts tournaient autour du pouvoir de la gouvernance de la culture et des structures qui façonnent les sociétés humaines. Il imaginait un avenir dans lequel il pourrait naviguer dans des institutions complexes et peut-être même accéder à des postes d'influence significatifs. Il y avait aussi une motivation pratique derrière ses ambitions. Peterson voulait la stabilité et le succès. Comme beaucoup de jeunes intelligents et ambitieux, il envisageait un parcours professionnel, offrant à la fois sécurité financière et défis intellectuels. À un moment donné, il a sérieusement envisagé de devenir avocat d'entreprise, estimant que l'expertise juridique pourrait constituer un moyen puissant de s'engager dans les systèmes les plus importants de la société. Puis, un seul livre a modifié l'orientation de sa pensée. Au cours de ses études, Peterson a découvert The Road to Wigan Pier de George Orwell. Cette expérience l'a affecté bien plus profondément qu'il ne l'avait imaginé. Les observations d'Orwell remettaient en question de nombreuses hypothèses que Peterson défendait depuis des années et l'obligeaient à se confronter à des questions inconfortables sur l'idéologie, la motivation et le comportement humain. Ce qui l'a le plus frappé a été l'argument d'Orwell selon lequel certains mouvements, prétendant poursuivre l'égalité, n'étaient pas toujours motivés par la compassion. Parfois, le ressentiment, l'envie et l'amertume jouaient des rôles tout aussi importants. Cette prise de conscience perturba Peterson, car elle reflétait des tendances qu'il reconnaissait au sein de certains cercles politiques et dans une certaine mesure en lui-même. Soudain, des croyances qui semblaient autrefois sûres ne semblaient plus aussi sûres. Cette perturbation intellectuelle a marqué le début d'une transformation beaucoup plus vaste. Peterson a commencé à remettre en question les hypothèses qu'il avait auparavant acceptées sans trop d'hésitation. Des idées qui paraissaient autrefois évidentes sont devenues des sujets d'examen minutieux. La certitude politique a cédé la place à une enquête plus approfondie
et sa recherche de réponses s'est étendue au-delà des frontières de l'idéologie. Après avoir obtenu son diplôme en sciences politiques en 1982, Peterson a quitté le Canada et a voyagé à travers l'Europe. Ce voyage l'a exposé à des lieux associés à certains des chapitres les plus sombres de l'histoire. Il a visité des sites liés à la guerre, à l'oppression et à la souffrance humaine. Se trouver dans des endroits où des idéologies destructrices avaient autrefois prospéré l'a forcé à penser l'histoire d'une manière plus personnelle et immédiate. Ces expériences l'ont conduit vers une question qui influencera une grande partie de son travail ultérieur. Comment des gens ordinaires pourraient-ils participer à des systèmes capables d'une cruauté extraordinaire? Comment des sociétés ont-elles pu sombrer dans la violence et la destruction, alors qu'elles étaient composées en grande partie d'individus qui se considéraient comme honnêtes? La question a persisté longtemps après la fin du voyage et son retour au Canada. Peu à peu, il s'est rendu compte que la science politique ne pouvait pas à elle seule fournir les réponses qu'il cherchait. Il expliquait les institutions, les gouvernements et les structures sociales, mais n'expliquait pas complètement les mécanismes psychologiques à l'œuvre au sein des individus. S'il voulait comprendre pourquoi les gens adoptaient des idéologies destructrices ou participaient à des systèmes nuisibles, il lui faudrait approfondir ses recherches. Il lui faudrait étudier l'esprit humain lui-même. Cette prise de conscience l'a amené à prendre une décision dramatique. Plutôt que de continuer sur sa voie, Peterson a effectivement recommencé. Il est retourné à l'université et a poursuivi un deuxième diplôme de premier cycle, cette fois en psychologie. Ce n'était pas un ajustement mineur. Cela représentait une réorientation complète de sa vie intellectuelle. En 1984, il avait obtenu son nouveau diplôme et avait trouvé un but qui lui avait échappé auparavant. La psychologie offre quelque chose que la science politique ne peut pas offrir. Il a fourni des outils pour explorer la motivation, la peur, la personnalité, la perception et les forces cachées qui façonnent le comportement humain. Peterson devient de plus en plus fasciné par la tension entre l'ordre et le chaos-thème qui deviendront plus tard au cœur de son œuvre publique. Son parcours universitaire l'a finalement amené à l'université McGill, où ses recherches sont devenues plus ciblées et plus sophistiquées. L'un des domaines qui a retenu son attention était l'alcoolisme et ses racines psychologiques. Plutôt que de considérer la dépendance uniquement comme un problème de comportement, il a exploré les schémas plus profonds qui rendaient certains individus plus vulnérables que d'autres. Ses études se concentraient souvent sur les fils de pères alcooliques. Ce qu'il a découvert était intrigant. Même lorsque ces personnes étaient complètement sobres, beaucoup affichaient des difficultés de planification, de flexibilité de pensée et de gestion du stress. Leur système nerveux semblait inhabituellement réactif, ce qui suggère que la vulnérabilité existait bien avant que l'alcool n'entre en scène. Le plus frappant a peut-être été de réaliser que l'alcool apportait parfois un soulagement temporaire aux troubles psychologiques internes. Plutôt que de simplement causer des dommages, cela a d'abord réduit l'inconfort et l'anxiété. Cela rendait la dépendance plus dangereuse car la substance semblait résoudre un problème avant de finalement en créer un bien plus grave. Les résultats ont renforcé l'intérêt croissant de Peterson pour la relation complexe entre souffrance, comportement et responsabilité personnelle. Au fur et à mesure que ses recherches se poursuivaient, des liens ont commencé à émerger entre sa fascination précoce pour la politique et ses nouveaux travaux en psychologie. Les modèles qu'il a observés chez les individus semblaient refléter les modèles qu'il avait observés au sein des sociétés. Des questions sur l'ordre, le chaos, la stabilité et l'effondrement sont apparues à tous les niveaux de l'expérience humaine. Qu'il s'agisse d'une personne aux prises avec une dépendance ou d'une nation aux prises avec un conflit idéologique, des thèmes similaires réapparaissaient sans cesse. Au début des années 1990, ses intérêts avaient contribué à faire de Peterson une figure universitaire montante. Son travail a attiré l'attention au-delà du Canada, ouvrant finalement les portes de l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. L'université Harvard lui a offert une opportunité qui élèverait sa carrière à un tout autre niveau. Ce fut une étape que peu de gens auraient pu prédire lorsqu'il grandissait dans la paisible ville de Fairview, mais ce n'était aussi que le début d'un voyage qui finirait par le placer au centre de certains des débats les plus controversés de l'ère moderne. Un lieu connu pour son intensité et sa compétition. Mais quelque chose d'intéressant s'y est produit. Il n'est pas devenu un simple professeur parmi d'autres. Ses conférences se sont démarquées.
Les étudiants ne se sont pas contentés d'y assister. Ils ont écouté attentivement. Ils ont ressenti quelque chose. Certains ont même décrit ces cours comme transformateurs. Ils n'apprenaient pas seulement des théories. Ils étaient plongés dans des questions plus profondes sur le sens, la responsabilité et les croyances. Ce style ne vient pas de nulle part. Cela venait de tout ce qui s'était accumulé au fil des années. L'éducation dans une petite ville, la première passion politique, le rejet de la religion, le choc de l'écriture d'Orwell, les reflets sombres de l'Europe, le travail clinique avec de vraies personnes confrontées à de vraies difficultés. Tout a commencé à se mettre en place. Et puis après Harvard, il a déménagé à l'université de Toronto. Là, sa vie devient encore plus intense. Il a équilibré l'enseignement avec la pratique clinique. Je vois environ 20 patients par semaine, de vraies personnes, de vrais problèmes, agressions, dépendance, anxiété. Il n'étudiait plus seulement des théories. Il était assis en face de gens confrontés aux conséquences de ces luttes intérieures. Et cela a changé sa façon de parler. Ses conférences sont devenues plus fondées, plus urgentes. Il ne se contentait pas d'expliquer des idées. Il les connectait à l'expérience vécue. Il a commencé à enregistrer ses conférences. Longues séances sur la personnalité, sur les mythes, sur le sens. Au début, il ne touchait qu'un petit public. Des étudiants dans la salle, quelques personnes en ligne. Mais quelque chose se construisait. Ces enregistrements avaient une certaine intensité. Un mélange de psychologie, de philosophie et de narration. Ils ne ressemblaient pas à des cours magistraux standards. Ils avaient l'impression d'être autre chose. Et peu à peu, les gens extérieurs à l'université ont commencé à y prêter attention. Le premier livre de Jordan Peterson, Maps of Meaning, The Architecture of Belief, est sorti en 1999. Et même s'il paraît lourd et académique, il constitue en réalité le fondement de presque tout ce qui a suivi. C'est là qu'il a construit le cadre qui définira plus tard ses conférences, podcasts, interviews et séries bibliques. Dans ce livre, il rassemble la psychologie, la mythologie, la religion, la littérature et les neurosciences pour expliquer comment les gens donnent un sens à la vie à travers des histoires. Pour Peterson, les mythes n'étaient jamais de simples contes du passé. C'étaient des outils. Ils ont aidé les gens à faire face au chaos, à la peur et à l'incertitude. Cette idée, la lutte entre le chaos et l'ordre, est devenue le centre de toute sa vision du monde. Et une fois que vous le voyez, là vous commencez à le remarquer partout dans son travail ultérieur. C'est pourquoi ce premier livre est si important. Si vous regardez les conférences ultérieures de Peterson sur YouTube, vous pouvez y retracer presque toutes les idées majeures. Le même schéma continue à apparaître. La vie est un mouvement constant entre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. L'ordre et le connu, le chaos et l'inconnu. Le sens se construit à la limite entre les deux. Cette seule image lui a permis de parler de tout. De la politique à la religion, en passant par la responsabilité personnelle. Même 12 règles pour la vie. Le livre qui l'a rendu célèbre dans le monde entier ressemble à une version plus pratique et simplifiée des idées qu'il avait déjà tracées en 1999. Pour beaucoup de gens, en particulier ceux qui se sentent confus par la vie moderne, c'était le véritable accroche. Peterson ne s'est pas contenté de donner des conseils. Il a raconté une grande histoire qui semble expliquer pourquoi la vie est douloureuse et ce qu'une personne est censée faire pour y remédier. Ce premier livre n'était donc pas seulement un premier projet. C'était le moteur caché derrière tout son attrait public. Puis, des années plus tard, ce moteur a trouvé la plateforme idéale. En 2013, Peterson a lancé la chaîne YouTube Jordan Peterson Videos. Au début, cela ne ressemblait pas au début d'un empire médiatique. Cela ressemblait davantage à une étagère de rangement pour d'anciennes conférences. Mais à partir de 2014, il a commencé à mettre en ligne des enregistrements de cours universitaires comme la personnalité et ses transformations et des cartes de sens. Ces conférences duraient depuis des années. Au lieu de disparaître dans les archives oubliées du campus, ils sont soudainement devenus accessibles à toute personne disposant d'une connexion Internet dans le monde. Cela a tout changé. Les personnes en quête de psychologie, de sens d'entraide ou de discussions plus approfondies sur la vie tomberaient par hasard sur ces longues conférences. Et une fois qu'ils l'ont fait, beaucoup d'entre eux sont restés. Ils en regardèrent un, puis un autre, puis un autre. Ce qui ressemblait à de simples enregistrements en classe s'est lentement transformé en une immense bibliothèque de contenu sérieux et de longue durée. Au début, Peterson ne semblait pas traiter YouTube comme une véritable entreprise médiatique. C'était plutôt un lecteur de sauvegarde numérique pour ses cours. Mais cela a commencé à changer en 2016.
Après quelques années de mise en ligne, il a déclaré aux téléspectateurs qu'il souhaitait nettoyer les anciennes vidéos et améliorer la qualité des nouvelles. Cela paraissait petit, mais c'était important. C'est à ce moment-là qu'il a cessé d'agir comme un professeur qui publie des articles en ligne et a commencé à penser davantage comme un opérateur médiatique. Il a commencé à accorder plus d'attention à la présentation, au montage, au titre et à la manière dont les vidéos étaient présentées aux spectateurs. En d'autres termes, il ne se contentait plus de télécharger des conférences, il apprenait à les faire voyager. Ce changement a contribué à transformer un projet parallèle en quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus puissant. En août 2018, l'ampleur de cette croissance était impossible à ignorer. La chaîne Jordan Peterson Videos comptait plus de 1 800 000 d'abonnés et plus de 65 millions de vues. Ces chiffres étaient particulièrement frappants car il ne s'agissait pas d'un divertissement rapide ou d'un contenu internet superficiel. C'étaient des conférences denses, de longs entretiens et des débats sérieux. Pourtant, les gens continuaient à regarder. Cela vous a dit quelque chose d'important. L'ascension de Peterson n'était pas simplement le résultat d'une brève explosion de battage médiatique résultant d'une seule controverse. Il s'agissait d'une machine d'attention fonctionnelle construite sur un contenu reproductible auquel les gens revenaient encore et encore. Alors que de nombreux chiffres sur Internet dépendaient de courts moments viraux, la croissance de Peterson provenait de contenus de plusieurs heures qui maintenaient l'intérêt du public. Cela rendait son travail particulièrement collant. Et une fois que les algorithmes l'ont remarqué, sa portée s'est encore élargie. Sa salle de classe s'était échappée de l'université et s'était répandue dans les maisons, les écouteurs, les voitures et les routines quotidiennes du monde entier. Puis vint un tournant qui changea à jamais sa vie publique. En septembre 2016, Peterson a mis en ligne une série de vidéos attaquant le projet de loi C-16 proposé par le Canada. Il l'a décrit comme une démarche dangereuse vers un discours forcé. Il a fait valoir que la loi pourrait l'obliger à utiliser des pronoms non sexistes comme eux, et il a refusé d'accepter cela. Ce qui aurait pu rester un débat juridique étroit a soudainement explosé en quelque chose de beaucoup plus vaste. Les vidéos se sont répandues sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et presque du jour au lendemain, Peterson n'était plus seulement professeur de psychologie à Toronto. Il est devenu un symbole dans une guerre culturelle bien plus vaste. Un professeur, une série de vidéos et un texte de loi étaient désormais discutés dans le monde entier. Ce qui est étrange, c'est que le projet de loi lui-même était beaucoup plus restreint que la tempête publique qui l'entourait. Le projet de loi C-16 a ajouté l'identité de genre et l'expression de genre à la loi canadienne sur les droits de la personne et au code criminel. Concrètement, cela signifiait que les personnes transgenres bénéficiaient d'une protection supplémentaire contre la discrimination et pouvaient être reconnues comme un groupe vulnérable au regard de la loi. Les juristes ont fait valoir que le projet de loi ne criminalisait pas les erreurs de pronoms ordinaires et ne signifiait pas que quelqu'un serait puni pour une erreur dans une conversation. Selon de nombreux experts, il a été conçu pour lutter contre la discrimination et la haine, et non pour contrôler le langage courant de la manière dramatique décrite par Peterson. Cela a rendu le conflit encore plus chargé, car sa renommée grandissait grâce à une interprétation de la loi que les critiques contestaient fortement. Ce qui a suivi sur le campus a été intense et chaotique. Les vidéos de Peterson ont déclenché la colère des militants des droits des transgenres, des étudiants, des membres du corps professoral et des syndicats qui considéraient sa position comme hostile et déshumanisante. Dans le même temps, ses partisans le présentaient comme un professeur résistant à la censure. L'Université de Toronto est devenue le théâtre de cet affrontement. Il y a eu des manifestations, des contre-rassemblements, des pancartes, des cris et des affrontements physiques dans la foule. Le débat ne porte plus uniquement sur la loi ou la politique. C'est devenu une lutte pour la liberté d'expression, l'identité et le pouvoir, le tout se déroulant en public et avec Peterson au centre. Les médias nationaux l'ont repris, et ce qui avait commencé comme un conflit sur un campus local s'est transformé en une histoire nationale bien plus vaste. Au moment où le projet de loi C-16 a été adopté en 2017, Peterson avait déjà atteint un autre niveau de renommée. Avant cela, il était un psychologue et un conférencier respecté avec une audience en ligne croissante. Après cela, il était partout. Ses vidéos ont été diffusées dans les reportages, ses idées ont été débattues à la télévision et des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de lui ont soudainement découvert sa voix et son style.
Différents groupes lui ont projeté des significations différentes. Certains y voyaient un défenseur de la liberté d'expression. D'autres ont vu un prophète anti-réveillé. D'autres encore ont vu une figure réactionnaire utiliser la controverse pour se constituer une clientèle. Mais quelle que soit l'étiquette utilisée, le résultat était le même. Une lutte pour les pronoms que beaucoup ont d'abord rejeté a fait de lui une personnalité publique mondiale. Cette renommée a atteint un autre niveau en 2018 avec 12 règles pour la vie. Lorsque le livre est sorti, le 23 janvier, il a explosé. Il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde et s'est classé en tête des listes de best-sellers aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au-delà. Rien qu'au Royaume-Uni, le livre relié s'est vendu à 153 000 exemplaires cette année-là. Avec ce livre, Peterson est passé du statut de professeur controversé à celui d'un phénomène d'entraide à grande échelle. Et le timing comptait. Le livre est arrivé à un moment où de nombreuses personnes se sentaient perdues, dépassées et ne sachant pas à quoi se fier. Peterson leur a proposé quelque chose de direct et fort. Un mélange de psychologie, de mythologie et de conseils directs sur la discipline, la souffrance et la façon de vivre. Pour ses adeptes, cela ne ressemblait pas à un simple best-seller. C'était comme une réponse, puis il a emporté cette réponse sur la route. Sa tournée mondiale de 2018 a été épuisante et énorme, couvrant 45 villes d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie. Plus de 200 000 personnes étaient présentes et de nombreuses salles étaient complètes. Dans des lieux comme l'Orpheum Theatre de Los Angeles, les foules se sont rassemblées pour l'entendre parler. Ce qui a rendu cela particulièrement frappant, c'est le type de public qu'il a attiré. Il ne s'adresse plus uniquement à des personnes intéressées par des débats académiques ou des controverses politiques. Maintenant, il y avait un grand nombre de personnes, en particulier des jeunes hommes, qui se présentaient parce qu'ils voulaient une structure, un sens et une direction. Ces événements en direct ont commencé à ressembler moins à des conférences qu'à des rassemblements construits autour de la transformation personnelle. Pourtant, la controverse ne l'a jamais vraiment quitté. Dans certains endroits, la tension à l'extérieur des salles est devenue partie intégrante de l'histoire. À Portland, des militants masqués ont manifesté. À l'université Queen's, un manifestant a été arrêté avec un garrot. À peu près au même moment, son interview avec Cathy Newman sur Channel 4 est devenue virale et est devenu l'un des moments médiatiques les plus importants de sa carrière, atteignant finalement des dizaines de millions de vues sur YouTube. L'affrontement a donné aux gens une version concentrée de ce qui a rendu Peterson si visible. Il était intense, rapide, conflictuel et complètement à l'aise dans les conflits. Ce genre d'exposition a poussé sa portée encore plus loin. Le podcast est devenu un autre élément clé de l'Empire. Lancé en décembre 2016, le podcast Jordan B. Peterson lui a donné une ligne directe avec son public. En 2022, il avait atteint environ un demi-milliard de téléchargements et de vues. En 2019, Westwood One a commencé à le diffuser pour la radio. Puis en juin 2022, il signe un accord majeur avec The Daily Wire. Cet accord a apporté des ventes publicitaires exclusives, du contenu bonus et de nouvelles offres spéciales, tout en enfermant l'émission dans un réseau médiatique plus puissant. Les épisodes ont continué à apparaître plusieurs fois par semaine sur les principales plateformes audio et l'ensemble de l'opération est devenu un autre canal par lequel la controverse pouvait se transformer en attention, en fidélité et en revenus. À ce stade, Peterson s'éloignait de plus en plus de la vie d'un universitaire normal. Fin 2021, il a quitté l'université de Toronto pour s'attaquer à ce qu'il appelle la folie éveillée et les systèmes de diversité qui, selon lui, détruisaient l'enseignement supérieur. Il est ensuite devenu chancelier du Ralston College en 2022, bien qu'il ait démissionné en 2025. Il a également contribué au lancement de l'Alliance pour une citoyenneté responsable en 2023, un autre projet construit autour d'idées culturelles et politiques qu'il défendait depuis des années. Puis vint la Peterson Academy en 2024, un projet d'éducation en ligne qui visait à défier les universités d'élite en proposant une alternative beaucoup moins chère. Construit avec l'aide de sa fille Michaela, il a été présenté comme une rébellion contre la mainmise idéologique sur l'enseignement supérieur traditionnel. En peu de temps, il a attiré des dizaines de milliers d'étudiants. Ainsi, Peterson ne se contentait plus de critiquer les institutions. Il essayait de constituer des remplaçants, mais plus il montait haut, plus la réaction était violente.
En 2019, l'université de Cambridge lui a offert une bourse de visite, et pendant un instant, il a semblé qu'il avait encore un chemin vers les espaces universitaires d'élite. Puis tout s'est effondré presque instantanément. Des photos sont apparues, montrant Peterson souriant à côté d'un homme en Nouvelle-Zélande portant une chemise qui disait « Je suis un fier islamophobe ». La chemise énumérait également des actes horribles et enveloppait son message dans le langage de la haine. Cambridge a retiré la bourse. Le vice-chancelier de l'université a déclaré que l'image suggérait une approbation informelle par association et ne correspondait pas aux valeurs de la faculté de théologie. Cette image est devenue le symbole de quelque chose de plus grand. Cela montrait à quelle vitesse les institutions d'élite pouvaient fermer leurs portes à Peterson, alors même que sa popularité à l'extérieur d'elle ne cessait d'augmenter. Puis est survenu un autre point chaud majeur en juin 2022 lorsque Twitter a suspendu son compte. L'élément déclencheur a été un tweet sur l'acteur Elliot Page dans lequel Peterson a utilisé l'ancien nom de Page et a condamné la chirurgie majeure dans un langage dur et incendiaire. Twitter l'a traité comme un comportement haineux en vertu de ses règles sur le harcèlement et a verrouillé les fonctionnalités clés de son compte jusqu'à ce qu'il supprime le tweet. Peterson a refusé. Il a déclaré qu'il préférerait mourir plutôt que d'obéir et a présenté tout cela comme une nouvelle bataille pour la liberté d'expression. Le tweet lui-même a disparu de la plateforme, mais les retombées n'ont fait qu'agrandir l'histoire. Les partisans le considéraient comme un martyr. Les critiques ont vu des conséquences attendues depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, il ne s'agissait plus seulement d'une controverse sur le campus. Une plateforme technologique majeure avait directement réduit sa capacité à parler et à fonctionner en ligne. YouTube a suivi avec sa propre réponse. 2 vidéos de Peterson liées au même problème plus large ont été démonétisées. L'une d'elles était une vidéo de 15 minutes attaquant les règles de Twitter et répétant les affirmations qu'il avait faites à propos d'Elliot Page. L'autre, intitulée « Butchers and Liars Reprise », utilisait des comparaisons historiques extrêmes pour décrire les opérations chirurgicales d'affirmation de genre. YouTube a laissé les vidéos en ligne, mais a supprimé les revenus publicitaires parce qu'elles violaient les politiques relatives au contenu haineux. Cette décision était importante car elle montrait un autre changement dans l'histoire. Les critiques avaient toujours attaqué Peterson dans le débat public, mais désormais, les plateformes qui ont contribué à le rendre riche et visible commençait également à lui imposer des limites. Son contenu pourrait encore se diffuser, mais chaque élément ne continuerait pas à rapporter de l'argent. La réaction s'est encore aggravée lorsque Peterson a commencé à parler de manière plus agressive du changement climatique. Sur le podcast de Joe Rogan, en 2022, il a rejeté les modèles climatiques, minimisé le danger du dioxyde de carbone et a abordé le problème d'une manière que de nombreux scientifiques ont qualifiée de profondément trompeuse. Les experts ont fortement réagi. Le climatologue Michael Mann a qualifié les commentaires de Peterson de faux et d'absurdité. Pour les critiques, c'était une preuve supplémentaire que Peterson allait au-delà de son domaine et parlait avec confiance sur des sujets pour lesquels il n'avait aucune réelle expertise. Pour ses partisans, c'était simplement une preuve supplémentaire de sa volonté de remettre en question les récits officiels. Quoi qu'il en soit, la tendance était désormais claire. Il n'était plus seulement un combattant dans les débats sur le genre et la liberté d'expression. Il était devenu une figure contestataire plus large, ce qui signifiait que la réaction venait désormais de plusieurs directions. Ainsi, l'étrange arc de la vie publique de Peterson devint impossible à ignorer. Cela a rendu le résultat plus concret. On ne lui a pas seulement demandé de changer de comportement. Il devait également payer pour le processus de discipline. Plus important encore, les tribunaux ont traité l'affaire comme une question normale, relative aux normes d'octroi de licence, et non comme une confrontation à grande échelle autour de la liberté d'expression. Cela allait à l'encontre de l'image que Peterson et nombre de ses partisans voulaient présenter. Ils ont vu une histoire de persécution politique. Le système juridique a vu une affaire de conduite professionnelle. Et cette différence comptait. Cela suggérait que quelle que soit l'ampleur de son audience, son identité publique était toujours liée à une véritable licence de vraies règles et de réelles conséquences.